Merci à toutes et tous d'être présents pour cet après-midi d'études droit, mémoire et oubli, qui s'inscrit, comme vous le savez, dans le cycle de recherche, le cycle de réflexion du SIEJ sur les rapports entre droit et vérité. Il nous a paru important, dans notre réflexion sur ces rapports, à un moment donné, de commencer à réfléchir à ces configurations dans lesquelles les rapports entre droit et vérité sont affectés, sont compliqués, disons, d'une dimension supplémentaire qui est celle de l'écoulement du temps. Alors évidemment, la question des rapports du droit au temps est une question ancienne, qui a déjà été fort étudiée, bien sûr, au moins autant que celle du rapport du droit à la vérité. Mais le triangle droit-temps-vérité, en tant que tel, nous semble avoir été moins exploré, en tout cas de manière frontale et systématique. Alors soyons clairs, il n'est pas question ici, maintenant, aujourd'hui, de prétendre dévoiler une grande théorie de ces relations triangulaires, ni même de présenter un échantillon représentatif de toutes les virtualités de ce trio. Comme souvent, en fait, cet après-midi, en tout cas comme souvent à Saint-Louis, cet après-midi, elle est née de la convergence un peu fortuite d'agendas de recherche individuels, qui sont ceux des orateurs et oratrices qui prendront la parole aujourd'hui, et aussi de l'appétit, évidemment, de certains par rapport à cette thématique. Et donc, il y a un pari, évidemment, là derrière, qui est qu'à travers ces différents cas d'études qui vont nous être présentés, et qui souvent traduisent quand même des phénomènes récents, ou en tout cas qui ont pris une actualité particulière, des phénomènes encore assez peu étudiés pour ce qu'ils disent des rapports entre droit, temps et vérité. Donc le pari, c'est qu'à travers ces cas émerge petit à petit quelque chose comme des lignes de fuite, un patron, un pattern, voire le début d'une typologie des configurations de ce triangle. Donc moi, dans des conclusions qui seront très brèves, je balbutierai quelques idées sur ce point, mais vraiment sans filet. J'ai encore reçu des bribes de texte hier, donc voilà, c'est vraiment sans la moindre prétention. Alors, avant de laisser la parole à nos intervenants, je voudrais quand même vous dire encore un mot. C'est qu'à l'exception de Sophie Klimis, qui nous a rejoint un peu plus tard dans le projet, les autres contributeurs ont accepté de tenter de composer un dossier d'articles qui a été soumis et qui a été a priori accepté, sur le principe en tout cas, par la revue Droit et Société. Et pour composer ce dossier, pour donner un peu du liant aux différentes contributions, qui évidemment s'inscrivent dans des champs très très différents, droit pénal, droit public, droit privé, et pour amorcer le dialogue finalement, j'ai proposé aux auteurs d'utiliser comme fil rouge une triple distinction que je vous soumets ici, sans en être parfaitement convaincu, mais je trouvais quand même intéressant de mettre au travail, disons, les auteurs autour d'un certain nombre d'idées conceptuelles ou de concepts communs. Première distinction entre mémoire vive et mémoire inerte, qui rappelle un petit peu la RAM et la ROM pour ceux qui faisaient de l'informatique dans les années 90. La mémoire inerte, elle renvoie à la mémoire quasi éternelle, inaltérable, commune à Internet, au fond d'archives, qui est accessible sur demande. Tandis que la mémoire vive, elle renverrait plutôt à ce qui reste présent à la conscience collective contemporaine, qui s'impose à cette conscience collective de manière diffuse, sans mobilisation préalable, sans recherche préalable. Donc un passé présent, si j'ose dire, du côté de la mémoire vive, un passé discret, un passé en sommeil, du côté de la mémoire inerte. Et cette distinction, évidemment, elle a surtout pour objet la question matérielle de la trace, la question du vestige, du passé dont les marques sont encore visibles, mais que tantôt on va effacer de toute mémoire, tantôt conserver justement en sommeil, mémoire inerte, dans la mémoire inerte, tantôt encore valoriser dans la mémoire vive, dans la vie quotidienne. Ça, c'était une première distinction. Deuxième distinction, qui est évidemment en écho à la première, qui serait celle entre souvenir et héritage. Là où le souvenir exprimerait une rupture entre le passé et le présent, ce qui évidemment n'exclut pas toute forme d'influence évidemment entre l'un et l'autre, mais le second, l'héritage, incarne au contraire l'idée d'un passé qui agit sur le présent, d'une histoire qui n'est pas totalement passée et dont le présent demeure comptable. Donc d'un côté un passé neutralisé et de l'autre un passé au travail. On est ici dans la dimension non plus matérielle de la trace, de la donnée, de la source, mais dans une dimension plus politique, plus narrative aussi, du rapport des sociétés humaines au temps qui passe. Et puis troisième terme, ou troisième couple d'opposition,
qui est une opposition qu'on a déjà rencontrée dans le cadre de ce séminaire, entre vérité correspondance et vérité construction. Donc la vérité comme dévoilement d'un côté, d'une réalité qui serait toujours déjà là, et à l'inverse, l'idée d'une vérité comme construction, comme institution, susceptible d'être gérée ou régulée par le droit, tandis que l'autre associerait la vérité à la réalité, et le droit alors aurait une fonction brute de conservation ou de suppression de cette réalité. Et donc vous voyez là encore une tension entre un pôle objectif et un pôle subjectif, entre mise à distance d'une vérité out there, qui est déjà là, et d'une vérité comme processus, comme cheminement. Voilà. Alors voilà ce que j'avais proposé. Les auteurs se les sont appropriés plus ou moins librement, plus ou moins avec plus ou moins d'envie, je pense aussi. Mais je pense quand même qu'au total, il y a des choses qui peuvent, qui émergent. Et j'essaierai donc à partir de là de tracer quelques fils rouges à la fin de l'après-midi. Voilà, mais je n'en dis pas plus, et sans attendre, donc je propose de passer la parole tout de suite à Pierre-Olivier et Joachim, Pierre-Olivier Debroux, conseiller d'État, professeur ici à Saint-Louis, et Joachim Vrieling, qui est également professeur ici et à la KU Leuven, et qui vont nous parler des négationnismes, liberté d'expression et recherche historique, la mémoire encadrée par le droit. Un grand merci à tous les deux, donc vous avez 20 minutes. Merci. Oui. Je mets immédiatement mon stopwatch pour ne pas... Plus ou moins, on n'est pas non plus à... Mais voilà, le cadre. Ok, merci Antoine pour l'introduction, merci pour l'invitation, aussi pour toute l'organisation de cet après-midi. Donc en effet, notre présentation se focalise sur la question du négationnisme et naturellement par les interdictions pénales de négationnisme, le droit cherche de quelque sorte à sanctionner certains contre-vérités ou en tout cas des attaques sur la mémoire. Et dans plusieurs pays, la négation ou l'apologie de l'Holocauste déjà interdit, souvent depuis de nombreuses années. En Belgique, plus spécifiquement, c'est le cas depuis qu'on a la loi de 1995 qui sanctionne la personne qui, et je cite, ni minimise grossièrement, cherche à justifier ou approuve le génocide commis par le régime national-socialiste allemand. Plus récemment, et sous l'impulsion d'initiatives européennes, des expressions similaires concernant d'autres génocides et crimes contre l'humanité ont également été interdits dans beaucoup de pays européens et à nouveau en Belgique. Cette législation qui date de 2019 se limite au génocide et crimes contre l'humanité de Srebrenica d'une part et de Rwanda d'autre part. Jusqu'à présent, en Belgique, il n'y a que de la jurisprudence sur base de l'ancienne loi, donc la loi de 1995, et là, on peut vraiment voir un développement dans la jurisprudence. Donc, initialement, c'est vraiment de négationnisme au sens strict, hein, donc où les auteurs ont clairement et explicitement nié ou justifié le génocide. Plus récemment, ce qu'on peut voir dans certains jugements, surtout de première instance, nous voyons de plus en plus une sorte d'élargissement des interprétations dans la jurisprudence, dans laquelle des propos, si on peut le dire, que antisémites ou que nazis, tombent également, selon l'interprétation des juges, sous le coup de la loi, sans aucune mention de l'Holocauste. Notre contribution textuelle vise une analyse assez large, analyse critique de la législation concrète, tant sur le plan juridique que dans une perspective d'histoire et anthropologie du droit. Dans notre présentation, vu que le temps est un peu limité, on se limite à quelques réflexions sous deux angles. Donc moi, je présenterai quelques réflexions sur base de recherches empiriques, anthropologiques. Et puis, c'est Pierre-Olivier qui continue avec un focus sur la manière dans laquelle le droit intervient avec des mesures qui permettent à établir une vérité historique, plutôt. Mais bon, moi, donc, je continue avec quelques réflexions empiriques, et ces réflexions sont basées sur l'un de mes projets de recherche
que j'avais commencé pendant mon doctorat et que je continue à élaborer, qui porte sur les effets de la législation belge concernant en général les discours de haine. Et à cette fin, j'ai interviewé entre-temps presque 50 victimes ou plaignantes et le même nombre d'auteurs ou prévenus dans des cas de discours de haine. Environ un tiers de ces individus étaient impliqués dans des cas de négationnisme. Et cette recherche indique, en général, pour tous les discours de haine, que l'impact de la législation est principalement négatif, en tout cas pour les individus directement impliqués, mais, et là on vient à négationnisme, cela semble être particulièrement le cas en ce qui concerne le cas de négationnisme. Et je vais un peu présenter les résultats de ce type de recherche. Donc je commence par les plaignants, les victimes. Là, les objectifs de la législation sont surtout d'atténuer le préjudice causé par les discours négationnistes. En pratique, on voit que cet objectif est rarement atteint. Donc pour la plupart des plaignants, leur procédure termine plutôt par de la frustration, de la déception et même par des préjudices supplémentaires. C'est pourquoi, premièrement, c'est en raison du manque de temps, manque de moyens, aussi de la part des institutions qui sont compétentes pour enforcement, pour l'application de la législation. Donc, UNIA, la police, le parquet, etc. En raison de ça, la plupart des plaintes pour discours de haine et aussi pour négationnisme ne sont pas prises en compte, ne sont pas prises en charge. Et dans ce cas, ce qui monte à 90 ou presque 95% des plaintes, la frustration à ce sujet est souvent si grande qu'on voit ce qu'on peut appeler victimisation secondaire. C'est un terme de la criminologie. Donc, en d'autres termes, après l'expérience traumatisante de discours de haine, le fait qu'aucune action ne soit entreprise et vécue par les victimes comme une deuxième victimisation. Et on voit des effets similaires, mais même plus négatifs, si l'affaire est en effet portée devant un tribunal, mais conduit à un acquittement. C'est même plus grave pour la victime, et ça passe relativement souvent, parce que naturellement, ce sont des cas où la liberté d'expression est très importante aussi, donc c'est toujours un peu une balance. Enfin, même s'il y a des cas, et donc c'est 2 jusqu'au 5% maximum des cas, même s'il y a des cas qui arrivent devant un tribunal et qui aboutissent à une condamnation, les victimes indiquent souvent encore des insatisfactions ou même des préjudices. Pourquoi ? Surtout en raison d'avoir le sentiment d'avoir été ignoré ou pas entendu dans les procédures judiciaires au cours desquelles ils ne pouvaient pas raconter leurs expériences, ne pas entrer en dialogue avec l'auteur, etc., etc. Ok, donc ça c'est les victimes, et là l'expérience est un peu similaire entre tous les types de discours de haine. Pour les auteurs, pour les prévenus, c'est différent. Là on voit vraiment des particularités pour le négationnisme. Et on peut commencer naturellement par l'objectif, ici aussi. Donc, l'objectif de la législation en relation avec les auteurs, c'est naturellement d'avoir un effet dissuasif, comme toutes les lois pénales, ou même de provoquer, on espère provoquer un changement de mentalité, et comme ça de renforcer la vérité des génocides concernés et d'aider, d'éviter une répétition, etc. En ce qui concerne les effets réels de la législation, on peut faire une distinction entre plusieurs catégories d'auteurs, dont par manque de temps je vais traiter que 2 catégories. Et la première catégorie, on peut s'appeler des auteurs idéologiques. Il y a un auteur idéologique. Et l'autre catégorie que je vais aborder peut être désignée comme des occasionnalistes ou des incidentalistes. Pour commencer avec les auteurs idéologiques, là, il s'agit vraiment des gens
radicaux, tels que des vrais nazis ou des fondamentalistes religieux. Et ils ont tendance de violer la législation consciemment et aussi de manière très flagrante, très claire. Et la plupart des négationnistes, en fait, surtout avant qu'on avait l'élargissement d'interprétation, appartiennent à cette catégorie. Quant aux effets de la législation, les effets dissuasifs espérés par le législateur ne se produisent pas du tout avec cette catégorie d'auteurs, bien au contraire, même. Donc ces personnes ont tendance de vraiment accueillir favorablement leur poursuite et même de l'encourager ou d'inviter activement. Donc elles le font par exemple, c'est très marrant, elles le font par exemple en envoyant leurs publications négationnistes aux institutions chargées de l'application de la loi. Donc d'envoyer à UNIA, au parquet, etc. Et ils le font car ils accueillent favorablement l'attention médiatique qui accompagne les plaintes et les poursuites fondées sur la loi. En raison du radicalisme de leurs idées, ils ont très peu d'autres moyens d'atteindre un large public que quand ils sont poursuivis. Donc ils utilisent vraiment ce type d'attention et ils invitent ce type d'attention. De plus, ce qu'on voit aussi, la poursuite de cette catégorie d'auteurs a des effets psychologiques inattendus, espérés peut-être. Tout d'abord, ça renforce très fortement leurs idées conspiratives, ce qu'ils ont naturellement déjà, vu qu'ils sont des négationnistes. Ils voient leur poursuite comme une preuve que le système est contre eux et qu'ils ont raison parce que sinon le système ne prend pas l'effort de les poursuivre. Et c'est vraiment surtout le cas dans des affaires de négationnisme. Et ce qu'on voit aussi, surtout avec des plus jeunes, c'est que l'introduction spécifique du négationnisme contribue aussi paradoxalement à susciter et de préserver leur intérêt autour de cette question. Donc on y voit vraiment une sorte de fruit défendu, surtout avec les jeunes. Ils sont intéressés par le négationnisme car c'est interdit. Et finalement, la poursuite et l'attention médiatique qu'elle reçue facilitent aussi des contacts avec des individus partageant les mêmes idées, donc de nouvelles alliances sont forgées, il y a des crowdfunding pour continuer le cas judiciaire, etc., etc. Donc ça, c'est les gens les plus radicaux. À l'autre bout du spectre se trouvent les auteurs des infractions les moins radicales, si on peut le dire, et je les désigne comme occasionnalistes. Là, il s'agit des personnes dont les expressions pour lesquelles ils sont poursuivis ne sont pas récurrents en règle générale, et ces gens ne font pas, en tout cas, partie des groupes organisés, des groupes négationnistes, des groupes racistes, etc., des groupes nazis. Et en ce qui concerne le négationnisme, pour donner quelques exemples de quoi il s'agit. Par exemple, il s'agissait d'une condamnation pour une distribution d'un magazine qui contenait aussi un article niant l'Holocauste. Un autre cas concernait des expressions adolescentes, si je peux le dire, irréfléchies, liées au nazisme, donc c'est une application plus large, récente. Ou dans un autre cas encore, il s'agit de comparer la politique de l'État Israël au génocide nazi qui était vu comme une minimisation de l'Holocauste. En ce qui concerne les effets, dans ce cas-ci, ces accusés sont généralement très pris par surprise en raison de leur poursuite. Il n'y a typiquement pas de récidive dans ce groupe, et donc dans ce sens, on peut dire que les effets dissuasifs que le législateur espérait se produisent avec cette catégorie de prévenus, mais souvent, ce qu'on peut voir, souvent ces effets dissuasifs semblent devenir ce qu'on appelle dans la littérature chilling effects. Donc, autrement dit, c'est quoi le chilling effects? C'est que les poursuites entraînent la suppression de discours légitimes, tout à fait légitimes, et même toutes sortes de comportements, souvent aussi, par peur de pénalisation.
Et la raison donnée pour ce comportement d'évitement, c'est que les auteurs n'avaient pas prévu leur poursuite initiale, de sorte qu'ils choisissent maintenant un évitement radical. Et ce qui est frappant là aussi, c'est que ces effets ne se limitaient pas aux personnes qui sont condamnées. Donc, il se produisait également lorsque la poursuite se soldait par un acquittement ou même dans des affaires qui n'ont pas été portées devant les tribunaux. Donc, on a fait une plainte, mais finalement, ça n'aboutit pas à rien. Et la raison est que les conséquences d'une plainte pour les discours négationnistes, que cela conduise ou non à une condamnation, sont très significatifs pour cette catégorie en particulier. Donc, contrairement aux personnes, les auteurs idéologiques qui sont très radicales, les occasionnalistes ils ne font pas partie d'une communauté idéologique qui les soutienne. Et en raison de cela, l'impact de leur poursuite sur le plan social, sur le plan sociétal, est souvent énorme. Donc, plusieurs répondants ont été licenciés, par exemple, immédiatement. Donc, l'employeur n'attend pas jusqu'au les procédures finissent. Il y a souvent des problèmes relationnels, etc. C'est le cas naturellement dans beaucoup de poursuites pénales, mais ici, très fortement aussi, vu la charge morale de ce type d'accusation. Et au même moment, ce qu'on voit aussi, c'est que ces personnes sont souvent approchées par des individus, des groupes plus radicaux, groupes plus radicaux. Lorsque leur poursuite devient connue via la média, ils sont contactés par les auteurs de conviction et donc il en résulte aussi une sorte de risque de radicalisation parce que les prévenus sont poussés vers des groupes radicaux qui les invitent, tandis que d'autres réseaux sociaux sont affaiblis, le travail, les amis qui partent, etc. Maintenant, parce que je suis probablement déjà passé les 10 minutes, je passe la parole à Pierre-Olivier qui va continuer. Mais donc par la présentation du Yokum, on a en fait pris au sérieux les lois négationnistes et essayé de vérifier leur effet, ou une de leurs intentions, qui était ces répressions des contre-vérités, et on constate que les effets ne sont pas très convaincants. Est-ce qu'à tout le moins, il y aurait un apport ou une contribution à l'autre facette, non pas réprimer les contre-vérités, mais favoriser, promouvoir la vérité historique à l'égard des faits concernés. Donc, dans cette situation, nous, on met en général l'ensemble des crimes massifs ou des crimes graves contre les droits fondamentaux, génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre. Donc par rapport à cette catégorie de faits, est-ce que les lois négationnistes contribuent à l'établissement de la vérité, mais pas tellement davantage, ou au contraire, ça c'est plutôt la critique initiale des historiens à l'égard de ce type de loi, c'est qu'en les figeant dans un texte légal, on corsette la recherche historique et la réalité historique. Donc d'emblée, il n'y avait pas de contribution convaincante à l'établissement de la vérité, et en plus, on voit que dans la répression des contre-vérités, ce n'est pas tellement davantage convaincant. Bon, on a pris un peu de recul, un peu de distance par rapport à ces textes et à la réflexion. Ce qu'on constate, c'est que sur ces deux volets, réprimer les mensonges ou empêcher les mensonges, interdire les mensonges, et puis régler la vérité, en réalité, ce qui se passe, c'est que pour l'un et l'autre, le droit belge actuel se distingue en ayant d'un côté, pour promouvoir la vérité, en fait recours à aucun texte légal spécifique. On se contente des textes légaux de droit commun, c'est-à-dire de la liberté d'expression et de la liberté de la recherche, principalement, pour établir la vérité historique. On peut se prémunir ou se saisir de la liberté d'expression et de la liberté de la recherche, mais comme cela vaut pour n'importe quel autre sujet, il n'y a pas de nécessité de règles, ou ne semble pas y avoir de nécessité de règles spécifiques. Alors que pour réprimer les mensonges, il y a des textes spécifiques, à savoir les lois négationnistes. Et l'impression qu'on a, c'est qu'en fait, il faudrait totalement inverser la logique. C'est-à-dire qu'il faudrait sans doute des textes spécifiques pour soutenir et promouvoir la vérité, la recherche de la vérité historique, lorsqu'il s'agit de crimes graves contre les droits fondamentaux, alors que pour ce qui concerne la répression du mensonge, il suffirait de s'appuyer sur le droit commun de la diffamation, de la répression des discours de haine, des discours contre le racisme et autres,
sans essayer de faire quelque chose de plus spécifique à l'égard des crimes massifs. Et donc dans cette mesure-là, finalement, notre contribution vise à avoir cette approche-là, cet envoi-là vers un regard très critique en ce sens. Les lois négationnistes sont plutôt moins utiles ou problématiques, moins convaincantes. En plus, en Belgique, elles s'attachent à certains génocides. On a le génocide nazi et puis on vient de l'étendre à quelques autres génocides reconnus par des juridictions internationales. Et ce qui veut dire toute une série d'autres qui ne sont pas reconnus par des juridictions internationales, mais par exemple par des juridictions nationales ou par la recherche historique. Le génocide arménien est celui qui est le plus souvent mis en exergue en la matière, mais ce n'est pas le seul crime de masse. Et quelle est la dimension et quelle est la portée du crime de masse dont il faudrait réprimer le négationnisme, hein? Est-ce que la colonisation entre dans cette question-là? On en parlera peut-être tout à l'heure. Je pense notamment parmi les questions soulevées dans la Convention sur le génocide, c'est le traitement des enfants déplacés. Mais qu'en est-il de ces enfants métis de la colonisation pour lesquels il y a eu une recherche historique récente qui a été menée et sur leurs droits, entre guillemets, et le négationnisme éventuel de leur situation? Faudrait-il spécifiquement le réprimer? Quelle est juger de la portée d'un crime de masse qui devrait bénéficier d'une législation spéciale, c'est extrêmement compliqué. Donc, les lois négationnistes, pour ça, nous paraissent vraiment insuffisantes. Le législateur va toujours être à côté de la plaque ou en porte-à-faux par rapport à la réalité de la recherche, à la réalité historique, et par rapport au fait de sélectionner l'un ou l'autre crime. Alors, au contraire, que dans les mesures promouvant la vérité, la liberté d'expression et la liberté de la recherche en tant que telle, ne suffisent pas toujours pour des recherches spécifiques axées sur les crimes de masse. Et dans ce sens-là, donc, ça, si vous voulez, c'est déjà notre conclusion, où je pourrais m'arrêter là, et je voulais juste, vu que le temps est limité, mais quand même illustrer ça par un arrêt tout récent de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est un arrêt du 23 avril 2024, ça fait donc quelques jours seulement qu'il a été rendu, dans l'affaire Ceausescu contre la Roumanie, Ceausescu et autres contre la Roumanie, qui est un arrêt tout à fait remarquable, qui va réprimer une forme de négationnisme d'État de la Roumanie à l'égard de ces criminels de guerre. Donc c'est vraiment une situation particulière, parce que d'habitude le négationnisme on le réprime dans le chef de citoyens, d'individus. Ici c'est la Roumanie qui est condamnée pour négationnisme, mais il n'y a pas de mesure anti-négationniste dans la Convention européenne des droits de l'homme pourtant. Or c'est finalement bien ça le résultat pour moi de cet arrêt, c'est la reconnaissance que la Roumanie a pris des mesures juridiques négationnistes. À savoir quoi, en l'espèce, et l'affaire est compliquée, elle mériterait presque un colloque à elle seule, j'ai l'impression. Elle a fait la révision de procès de criminels de guerre jugés dans les années 50, donc de criminels nazis roumains, jugés dans les années 50 comme coupables de crimes contre l'humanité, du génocide, de la Shoah, à l'égard des juifs roumains. C'est un génocide assez particulier qui n'a pas été commis par des Allemands, mais par des Roumains. En Roumanie, c'est un des pays particuliers par rapport à ça. Et dans les années 90, ces jugements ont été considérés par l'ère post-communiste comme des jugements de la période communiste. Donc il y avait une ambition politique qui visait à réprimer les Roumains de la période nazie. Et donc, dans les années 90, révision des procès contre les criminels de guerre, révision des procès qui ont conduit à leur acquittement. Acquittement de criminels de guerre reconnus, de véritables alliés d'Hitler et donc d'auteurs établis historiquement de la Shoah. Donc des acquittements qui allaient complètement à côté de la plaque de l'histoire ou de la réalité historique. Et donc ces acquittements viennent d'être condamnés il y a quelques jours par la Cour européenne des droits de l'homme comme étant une forme de négationnisme d'État en se basant sur toute la jurisprudence de la Cour européenne en matière de négationnisme pour condamner la Roumanie, mais donc pas pour condamner la Roumanie sur des bases spécifiques, mais bien sur la base du droit commun des droits de l'homme, à savoir en l'espèce, c'était à articles 8 et 14, atteinte à la vie privée et à la discrimination à l'égard des victimes de la Shoah qui étaient requérantes et qui estimaient qu'elles avaient vu leur honneur atteint et leur droit à la vérité historique en la matière atteint par les acquittements des juridictions suprêmes en Roumanie. Donc là, on a bien une mesure qui montre que le négationnisme peut être efficacement réprimé et étudié à partir du droit commun, d'une part, et d'autre part, comment est-ce que ces victimes juives ont appris ces procès, ces acquittements? En réalité, ces acquittements étaient des mesures secrètes qui ont été réalisées sans publicité, en gardant les archives secrètes également dans les archives des services secrets de la Roumanie
communistes qui ne sont pas facilement accessibles, en fait, ils y ont eu accès parce que dans les années 2005-2006, des mesures ont été prises par le gouvernement de Roumanie pour promouvoir la vérité historique et promouvoir la recherche, d'une part, la constitution d'archives, d'autre part, de ce que la Roumanie a causé pendant la Seconde Guerre mondiale comme participation au génocide. Et sur la base de ces recherches, des conférences ont été organisées, les victimes juives ont été invitées à y participer comme derniers survivants de la Shoah en Roumanie, et ont appris à cette occasion-là que des acquittements avaient été faits en Roumanie. Et donc les mesures visant à promouvoir la vérité ont permis de susciter les différentes actions en justice depuis les années 2016 jusqu'à donc l'arrêt rendu ici en 2024, qui mène à la condamnation de la Roumanie pour négationnisme. Alors peut-être derniers éléments en termes de conclusion, je regarde en termes de conclusion, c'est à l'égard des catégories visées par Antoine. Donc pour nous, de ce point de vue-là, les faits concernés par le négationnisme ou les mesures visant à promouvoir la conservation des archives de manière spécifique, l'accès aux archives de manière spécifique, la promotion de la recherche de manière spécifique, concernent des faits qui sont de la mémoire vive et de l'héritage. Je veux dire, c'est un présent qui agit, c'est un passé qui agit sur le présent, un passé qui ne passe toujours pas manifestement, et il n'y a pas que celui de la Seconde Guerre mondiale, c'est même à mon sens un passé assez constant de la période contemporaine quand il s'agit de violations de crimes de masse qui concernent terriblement le présent. Et donc là-dessus, il n'y a pas en soi d'enjeu, on est pour moi clairement dans une des catégories définies. Là où il y a plus d'enjeux, peut-être, c'est sur cette distinction entre vérité, dévoilement, enfin le droit qui sert à dévoiler la vérité ou le droit qui construit la vérité, et où, à notre sens, les lois négationnistes, on les voit difficilement autrement que comme un droit qui construit la vérité. Il empêche de voiler la vérité, ça peut-être qu'on pourrait le voir comme ça. On avait une difficulté à placer les lois négationnistes en la matière, là où en revanche, la liberté d'expression, la liberté de la recherche en général, bien sûr, sont des outils qui contribuent à dévoiler la vérité, et où des mesures spécifiques en la matière doivent en tout cas se rechercher à rester dans ce cadre de dévoilement de la vérité et pas à prétendre la construire. Il n'est évidemment pas possible d'imaginer une recherche ou financer une recherche ou organiser une recherche d'État pour faire une vérité officielle sur un fait historique. Là, on serait vraiment dans du droit qui construirait la vérité et qui serait, à mon sens, problématique et qui a déjà été un enjeu en Belgique, notamment toujours à l'égard de la Seconde Guerre mondiale, quand on a chargé une commission d'historiens d'établir la responsabilité de l'État belge dans le génocide des Juifs de 40-45. C'était certains historiens qui étaient les seuls à avoir accès à certaines archives, jusque-là toujours conservées secrètes. De ce point de vue-là, ça a été assez critiqué par la communauté scientifique des historiens aussi, parce que la mesure de promotion encadrait tellement la recherche que la recherche elle-même n'était plus critiquable. On n'avait pas de regard multiple possible sur ces sources qui ont été accessibles uniquement pour ces historiens-là. Et donc, beaucoup d'historiens ont plaidé pour qu'à la suite de cette enquête, d'autres historiens puissent se saisir de leurs sources, avoir également accès à ces sources tout à fait particulières. Donc, c'est bien de promouvoir la recherche, mais il ne suffit pas de la promouvoir par des commissions d'enquête officielles, en la réservant à certains historiens, à certaines archives accessibles à un certain moment. Le but, c'est d'ouvrir la recherche, l'accès à la recherche, à mon sens, pour qu'on puisse véritablement dévoiler une vérité et la mettre en débat, et pas se contenter d'en construire une qui serait la raison ou la vérité officielle d'État par ces mesures qu'on dirait de promotion. Alors, il y a encore 1000 choses à vous dire, il y aura bien plus dans la contribution écrite, mais on va s'en tenir là. Merci beaucoup.